Alors, on va reprendre. Bonjour. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir une autrice qui a plusieurs cordes à son arc. Je n'ai pas pu m'empêcher de la faire. Donc, elle écrit depuis longtemps sous des formes variées. Je dirais sous une forme scientifique, militante et créative à la fois. En tant que journaliste scientifique au CNRS, en tant qu'autrice d'essais en sciences humaines, en philosophie. Tu as écrit des livres sur la philosophie, sur la lesbophobie. Je pense notamment à l'ouvrage Identité lesbienne pour en finir avec les idées reçues, publié pour la première fois en 2015. 2006, et c'est toutes les rééditions qui ont couru jusqu'en 2015, du coup. En tant qu'étudiante dans des cursus de création littéraire, dans les universités de Paris 8, où tu as côtoyé et rencontré Olivia Rosenthal, et à l'université de Cergy, et en tant que romancière. Et c'est pour discuter de ton premier roman, Stéphanie Arc, que nous t'avons invité, Quitter Paris, que voilà. Et je vais laisser Candice maintenant présenter un petit peu le sujet du roman avant qu'on en lise un extrait. Donc bonjour à tous. Quitter Paris a été publié en 2020 aux éditions Rivage. C'est un livre qui parle un peu d'un jeu d'évasion de la narratrice qui cherche du coup à quitter Paris en compagnie canine, si on peut dire ça comme ça. Pardon ? En compagnie canine. Oui. Voilà, donc les chiens ont plutôt une place importante dans ce livre, on ne peut pas l'enlever. Et je vais vous laisser tout de suite de me lire un extrait. Bonjour déjà et merci beaucoup de m'avoir invité. Ce qui est une petite anecdote déjà pour commencer, c'est que ce livre il est sorti en janvier 2020. Donc c'est un bébé Covid quoi. Il est sorti en janvier 2020. On a eu quelques semaines pour en parler et puis tout a été annulé. Et donc en vérité c'est le premier festival auquel il participe. Donc je suis vraiment hyper touchée et ravie d'être là. D'autant plus que voilà ça avait tout été annulé en 2020 à la sortie du livre. Voilà. Et donc cette petite lecture, c'est le chapitre 4, c'est une forme, on en parlera peut-être, qui est romanesque, mais un roman un peu expérimental. Et donc il y a quelques chapitres, et celui-là c'est le chapitre 4, qui s'appelle The Great Escape. Et avant chaque chapitre, il y a un petit jeu avec des parenthèses qui indiquent un petit peu le contenu du livre. Voilà. Donc entre parenthèses, où l'on verra Steve McQueen surgir de son tunnel, souriant et bronzé, une corde en nylon et une dame de cœur que l'on tutoie. Si elles ont l'air dépenaillées, les jardinières des boulevards sont de bons conseils. On a tort de se moquer de leur allure. Lorsqu'on a tout fait pour trouver dans l'enceinte de la ville ce qu'elle ne peut y contenir, lorsqu'on a cherché des carrés dans les cercles, des cercles dans les carrés, sans parler d'un 3 pièces, il faut se résoudre à partir. Et c'est pourquoi je conserve dans le coffre de mon canapé-lit 12 mètres de nylon solidement tressé, modèle 67T rouge et bleu, 100% chinois. En cas d'incendie, tu sortiras par la fenêtre, m'a dit mon père, sûr de lui, quand il m'a tendu la corde. Alors que je guette dans le silence de la nuit qui tombe, le bip des détecteurs de fumée, les premiers signes d'effondrement de l'immeuble, je me prépare à affronter une situation d'urgence. Où accrocher la corde, comment enjamber le parapet, comment descendre en rappel sur 3 étages, tout en me répétant les paroles de Bear Grylls. Tu te penches en arrière, c'est ça, dos au vide. Je voudrais quitter Paris. Je voudrais même habiter ailleurs. C'est un état d'urgence. Bien que j'ai du mal à l'écrire et préfère gagner du temps en racontant un tas d'histoires extravagantes, quoique véridiques, je souffre du fait que cette situation perdure. Je ronge mon frein et souvent je désespère d'imaginer que peut-être je n'en partirai pas. Prise au piège de mon immobilisme, je me demande si cette attente aura une fin. Devoir choisir me paralyse, crever ici me hante. Et craignant d'en faire trop car il y a des choses plus graves, honteuse de me débattre dans un verre d'eau et plus encore de le dire, j'emprunte les mots de Sylvia Plath que je griffonne en tout petit. Si la névrose est de vouloir 2 choses à la fois et en même temps, alors je suis infernalement névrosée. Toujours et pour le restant de mes jours, je volerai à reculons et en avant,
entre l'une et l'autre chose. Tandis que sur la corde raide, tendue entre crainte et désir, je repousse l'échéance d'un départ, je rêve de m'y voir brutalement obligé. Les buildings sont en flammes. Les sirènes des casernes rugissent. On saute dans la Clio, main dans la main, on fonce vers l'horizon sans se retourner. À la vérité, je n'accorde guère de crédit à ce genre de scénario, mais il me rassure. Je me dis qu'au pire, quelque chose finira par arriver. Au vu de ses poutres véreuses, de sa façade lézardée, mon immeuble ne manquera pas de s'écrouler. Il se pourrait aussi qu'il prenne feu. Dans le doute, j'ai cessé de payer mon loyer. Il n'y a qu'à attendre. Attendre encore un peu. Mais le mieux serait encore que je cesse de m'en remettre aux éléments extérieurs. Je sais bien que c'est à moi de trouver une issue. À l'écran, tous les classiques du genre le montrent. Les évasions, ce n'est pas du gâteau. À un moment, ça va forcément capoter. Cela m'autorise à échouer. Paradoxalement, c'est un bon début. Le 24 mars 1944, 37% des candidats à la grande évasion se retrouvent à l'air libre après avoir enduré 111 mètres de tunnel. Moins de 4% d'entre eux parviennent à gagner l'Angleterre. Les autres sont capturés et ramenés au camp, 30%, ou fusillés sans procès, 66%. Seul Steve McQueen, aussi bronzé qu'un estivant, regagne sa cellule avec désinvolture. Le blouson d'aviateur y est pour beaucoup. Alors qu'à la frontière suisse, il se vautre dans les barbelés avec sa moto, il garde le sourire. Steve McQueen sait qu'il va récidiver. C'est un hyperactif. 17 tentatives. À plusieurs reprises, j'ai moi-même quitté Paris. J'ai aussi un blouson d'aviateur. Et tout comme lui, je me répète que je vais récidiver. Jusqu'à la prochaine fois, je garderai le sourire de Steve McQueen. Scénario miracle. Affligé d'une pathologie grave mais non mortelle, je dois me retirer dans un havre ultra oxygéné. C'est le poumon, précise Thomas Bernhardt, qui déteste la cambrousse, mais ne peut rester à Vienne plus longtemps. J'entends des voix, précise Virginia Woolf, qui préfère les rues de Londres, mais ne peut s'y promener plus longtemps. Merci Stéphanie pour cet extrait. Alors c'est un extrait qu'on aime beaucoup toutes les deux, toutes les trois même, je pense, parce que il y a un petit peu de tout de ce récit dedans. On entend l'humour du passage, et aussi il y a cette question de l'évasion et de l'échec de l'évasion et du fait qu'on tourne en rond et qu'on essaie de s'en sortir, mais que finalement on n'en sort pas. Et il y a aussi plusieurs aspects de l'écriture, moi, qui m'ont plu ici et que sur lesquels j'aimerais un peu t'interroger. C'est la question du traitement de la citation, parce qu'on voit bien que tu vas coller ensemble, monter ensemble des passages, alors des passages de films, des extraits de livres tirés, dirons-nous, d'une littérature plus classique. Place, Thomas Bernhardt, Virginia Woolf, et aussi des citations tirées de l'émission télévisée de Bear Grylls. Alors comment est-ce que tu travailles avec les citations, et est-ce que du coup la narratrice s'inscrit dans un dialogue avec ces autres figures? Est-ce que c'est des figures d'identification pour elle? Il y a plusieurs questions en une. Oui, il y en a plusieurs. En effet, il y a plusieurs questions. C'est un roman qui a pu être qualifié, par exemple, de roman collage, dans certains articles, par exemple, parce qu'effectivement, c'est une narration qui est extrêmement hétéroclite. Notamment, il y a des... Ça tient beaucoup à ma personnalité, ça tient au fait que c'était un premier roman et qu'il y avait une espèce de foisonnement comme ça, très joyeux, très ludique. J'avais vraiment envie de mettre beaucoup de choses, d'essayer beaucoup de techniques. Puis c'était aussi inspiré par tout ce qu'on faisait au master, qui nous proposait pas mal de variété d'exercices, etc. Il y a une question de personnalité où je suis quelqu'un qui suis assez hyperactif comme la narratrice, qui va m'inspirer d'énormément de choses, et un peu une sorte d'éponge. Et il y a aussi un autre élément qui était hyper important pour ce roman, c'est que quand je travaille, je suis beaucoup sur Internet, je suis beaucoup sur Google, je scrolle énormément parce que j'ai quand même une tendance un peu à procrastiner quand j'écris, mais aussi parce que j'aime bien me promener partout. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui
qui interfèrent. Et je pense que c'est un peu notre rapport. Il y avait cette idée que je voulais mettre, ce rapport un peu contemporain qu'on a aux écrans et à la aux sources d'information, où en fait on est en train de travailler sur quelque chose et puis finalement on va sur Facebook. Enfin moi en tout cas je scrolle beaucoup, puis d'un coup je tombe sur quelque chose, puis du coup ça m'inspire autre chose, et donc ça finit par c'est un conglomérat en fait, comme une sorte de carrefour de tout ce dont on est constitué aujourd'hui, qui est une somme énorme d'informations. Alors on en retient certaines, pourquoi d'autres. Et enfin, la dernière chose, c'est que sur ce chapitre-là, en particulier, c'est un chapitre d'évasion. Parce que bon, pendant les 3 premiers chapitres, la narratrice tourne beaucoup en rond. C'est un roman qui parle du désir de quitter Paris, de la difficulté d'y vivre et du désir de quitter la ville, mais de ne pas y parvenir pour plein de raisons, notamment d'être attaché à cette ville, etc. Et donc, en fait, il y a un moment, il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, la narratrice dit, bon, bah, maintenant, il faut vraiment que je m'essaye de m'évader de cette ville. Et elle conçoit ce départ comme une évasion. Et donc, du coup, comme elle est toujours dans une forme de procrastination, elle décide de regarder un maximum de films d'évasion, de films de cinéma. Donc il y a La Grande Évasion, il y a Le Trou, il y a un film avec Jean Gabin, La Grande Illusion aussi, voilà. Et il y avait un film de comment il s'appelle, ce film français, pardon, j'ai un trou. Bon, enfin bref, je ne retrouve plus le titre, mais du coup la narratrice revoit un certain nombre de films d'évasion, et donc elle essaye de voir comment dans ces films les gens s'évadent, et de mettre en pratique en fait les conseils, enfin c'est comme un guide d'évasion qu'elle essaye de mettre en pratique pour quitter Paris, quoi. Ce qui n'a absolument aucun sens, mais c'est une manière encore une fois de repousser le départ. Et donc ces films sont, dans ce 4e chapitre, c'est tissé en fait avec la narration, des extraits de films et même parfois des morceaux de dialogue de ce film, qui est un film que j'adore. Celui qui a écrit Balthazar, ça vaut rien. Voilà, le pickpocket. Donc c'est pas ce film-là. Le condamné à mort s'est échappé. Voilà, qui était un de mes films pour lequel j'ai eu un coup de cœur incroyable en regardant ces films d'évasion, et au point de même transcrire du coup l'intégralité de. En plus, il devait exister sur Internet. Donc, mais c'est une manière de l'ingérer et il ressort dans le texte. Il y a même un dialogue avec la narratrice et sa compagne, qui en fait pas du tout réel, mais qui est un dialogue du film en fait. Enfin, donc voilà, il y a plein de choses, c'est très intriguant. Bon, j'ai répondu pareil que le livre en fait, en copiant trop d'informations à l'intérieur de ma réponse. Voilà, je sais pas si du coup. Moi j'avais une autre question sur cet extrait. On se rend compte quand on le lit, tout au long du livre, il y a plusieurs polices, il y a plusieurs tailles d'écriture, et moi je voulais vous poser une question par rapport à ça. Pourquoi ? Ça fait vraiment partie de ce sentiment que j'avais en écrivant ce roman, qui était un roman que j'ai écrit donc à 40 ans, qui est mon premier roman, et donc je pense que c'est quelque chose que je voulais réaliser depuis 20 ans, et donc grâce au master j'ai pu me lancer. Et je pense qu'il y a cette espèce d'envie de jeu, d'exultation presque dans l'écriture, et en fait j'avais envie de jouer avec beaucoup de choses. J'avais envie de jouer avec les formes, avec les différentes manières d'écrire, avec il y a même des encadrés, il y a des petits schémas, il y a des camemberts, enfin, et en fait, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Par exemple, effectivement, la citation de Sylvia Plath, elle écrit en un corps de police de caractère plus petit que le reste du texte, parce qu'en fait, je sais pas, c'est quelque chose que la narratrice a du mal à reconnaître, que c'est peut-être qu'elle est névrosée, quoi, et que du coup, elle l'écrit en tout petit, et de fait, je l'écris en tout petit. Enfin, mais c'est parce que c'est un jeu, c'est un des jeux, voilà. Et puis, oui, j'aurais pu pousser encore plus le jeu avec la forme, mais je pense que c'est l'éditrice a été incroyable pour ça, parce qu'elle m'a autorisé toutes les formes comme un texte presque poétique, où j'aurais pu c'est un roman, mais ça peut tenir de la poésie par ces jeux un peu typographiques qu'il y a dans le texte. Ouais. À propos des jeux typographiques, ça me fait penser qu'il y a des est-ce que c'est pas un moment aussi où se niche l'ironie, ou la distance, soit à l'égard du projet, soit à l'égard de soi-même? Est-ce qu'il y a des moments d'autodérision dans ces jeux graphiques?
quand on lit, ça participe vraiment souvent du décalage humoristique et du plaisir qu'on a en effet en tant que lecteur, lectrice à entrer là-dedans. Mais est-ce que ça participe de la distance générale qu'on lit dans l'ouvrage ? Oui, je pense que c'était le projet. C'était quand j'ai écrit ce texte, il y avait la question de pourquoi on écrit ce texte-là. Je l'ai écrit parce que c'était un problème. En fait, moi, j'ai écrit quand je rencontre un problème dans le réel que j'arrive pas forcément à résoudre, mais c'est un problème qui me pose vraiment problème, quoi. Donc l'écriture arrive là, mais en même temps, j'ai une sorte dans ce livre-là, je voulais pas être dans un registre angoissé ou un registre grave ou dans le pathos ou quelque chose comme ça, même si au fond on voit bien que la narratrice a un sérieux problème. Mais du coup il y a cette espèce de mise à distance perpétuelle et en effet absolument je pense que l'ironie elle est pas seulement dans l'auto-ironie ou dans l'humour, parce qu'il y a aussi de l'humour, mais aussi dans ces jeux, dans ces jeux ludiques qui finalement essayent de créer une complicité peut-être plus franche avec le lectorat, parce que c'est vrai que l'ironie parfois c'est un peu plus clivant, mais en tout cas et puis il faut l'apercevoir aussi, c'est pas toujours évident que ce soit perceptible, mais en tout cas clairement les jeux sur la forme, oui là c'est vraiment tout de suite perceptible, on voit bien qu'il y a des schémas, on voit bien que ça met à distance et ça c'est comme un jeu de société, mais ouais. Après, tu parles de l'ironie, de l'humour. Alors c'est un texte extrêmement drôle. Hein, ça c'est quand même l'un des points. Enfin, je trouve qu'il y a une qualité d'humour dans ce texte qui est vraiment très très agréable. Et il y a de l'ironie, il y a de l'autodérision, mais c'est aussi un personnage extrêmement attachant. Enfin, la narratrice a aussi des moments précisément où elle essaie d'explorer tous les possibles en termes d'évasion à l'échelle du contenu, mais aussi tous les possibles, dans l'écriture, les possibles formels, les manières de formuler un projet, de mettre en forme un projet. Ça, c'est très intéressant. Je trouve. Bah oui, ça pour le coup. Alors, je sais pas si elle est attachante ou si à un moment elle est simplement irritante de pas réussir d'être obligée d'écrire un livre au lieu de juste déménager, quoi. mais du coup, je sais plus quelle était la question, mais c'était. Ouais, c'était pas vraiment une question. C'était pour dire qu'il y avait pas simplement de l'ironie ou de l'autodérision, quoi. Que ça construisait aussi une véritable interrogation sur où est-ce que je suis, comment est-ce que j'essaie de sortir ou de faire un choix. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La délibération, le choix, toute cette dimension. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette dimension ludique, c'est-à-dire que la narratrice en fait se réfugie d'une certaine manière dans l'écriture aussi. On a l'impression que elle construit un peu un château en papier avec ces élaborations, les élucubrations aussi un peu fantaisistes, les spéculations, parce que c'est vraiment un livre de spéculation, quoi. Elle spécule, elle met en place tout un tas de réflexions. Par exemple, les 3 premiers chapitres, en gros, c'est elle veut quitter Paris. Parce que notamment elle veut avoir un chien, vraiment c'est le premier désir, c'est d'avoir un chien, et à Paris elle a vraiment un tout petit appartement, donc c'est impossible. C'est quelqu'un qui veut faire du sport, c'est quelqu'un qui veut être près de la nature, et donc les 3 premiers chapitres en fait elle essaye d'éviter de quitter Paris en trouvant à Paris ces choses qu'elle peut pas y trouver en fait. Enfin c'est vraiment comment je vais faire pour y arriver quand même si et donc éviter de partir. Mais donc c'est purement spéculatif, c'est quand même globalement assez spéculatif. Ouais. Ce serait une fantaisie spéculative ou une spéculation fantaisiste. Peut-être qu'on peut évoquer le rôle d'Olivia Rosenthal dans ton écriture, et aussi peut-être le rôle du master création littéraire dans... Oui, on peut. Bah oui, parce que c'est vrai que... De Paris 8. Ça a été vraiment... ça a été fondamental. Clairement, j'aurais sans doute pas... C'est vrai, j'aurais pas écrit ce livre sans le master. Et surtout, ça a été effectivement déclenché, je sais pas Olivia si je t'ai déjà dit, mais par la lecture de Que font les reines après Noël, où en fait j'ai lu ce livre et je me suis dit un roman ça peut être ça, ou en tout cas une forme littéraire longue ça peut être ça. Ça au sens, moi je l'ai lu comme je savais pas du tout que ces entretiens au départ, c'était quand même incroyable.
Et j'étais journaliste scientifique, ce que je suis toujours pour le CNRS. Donc je pratique les entretiens depuis, j'ai commencé il y a très longtemps, depuis 15 ans, et je fais des entretiens avec tout un tas de journalistes, de scientifiques. Ça peut aller des maths vraiment pures, alors que moi je viens des sciences humaines, je viens de la philosophie. Ça peut aller des maths à la physique, à la biologie, à l'anthropologie. Donc en fait, tous ces entretiens, ça nécessite vraiment, avant d'arriver à la fiction, c'est ce que je faisais, ça nécessite vraiment d'être dans l'écoute, dans l'enregistrement, dans la retranscription précise. Quand vous avez en face de vous un physicien et que vous n'êtes pas physicienne, voilà, et que c'est quelqu'un du CNRS ou un mathématicien. Et ensuite de retranscrire et de se mettre vraiment, d'essayer de penser avec cette personne, presque dans le cerveau de cette personne. Donc c'est un travail très très précis qui se fonde sur ces entretiens. C'est la seule chose que vous avez en fait, les entretiens, pour écrire ensuite un article. Et quand j'ai lu Que font les reines après Noël, j'ai eu le sentiment que c'était ça, qu'il y avait comme une journaliste scientifique qui avait intriqué ces passages avec une fiction, avec ce récit. Et je me suis dit, mais alors si on peut faire ça, peut-être ça veut dire que moi je peux le faire. Enfin, c'est très étrange, mais on n'est pas, parce que jusque là je me disais écrire un roman, c'est faire comme Balzac ou. Enfin, j'étais très naïve alors que je travaillais dans l'édition, etc. C'est incroyable comment j'ai pu passer à côté de tout un pan de la littérature contemporaine, de la poésie. Enfin, je sais pas où j'étais. Bon, avec les physiciens et les mathématiciens et mathématiciennes. Et du coup, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a un continuum. En fait, c'est ça que j'ai découvert, je crois. Bizarrement, un continuum d'écriture, comme si l'écriture était, et je l'ai perçu tout au long du master, comme si l'écriture était une seule et même forme, en fait, enfin pas une seule et même forme, mais une seule et même expérience, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Il y a des formes plus ou moins contraintes. Par exemple, vous écrivez un article pour le CNRS, c'est très contraint. C'est-à-dire au sens où il y a des codes à respecter. Vous commencez l'article comme ça, il y a des citations, il y a, etc. Ou un portrait. Même dans le journalisme, il y a différents types de codes. Et puis, moi, je croyais que quelque part, le roman, c'était un roman narratif balzacien. Et quand j'ai découvert cette forme, je me suis dit chouette. Et puis, après, j'ai vu qu'il y avait ce master en googlisant Olivia sur Internet. Et là, je me suis dit, mais bon, je vais avoir 40 ans, qu'est-ce que je vais m'offrir pour mes 40 ans? Qu'est-ce que j'ai pas fait et que je peux pas mourir sans avoir fait, quoi. Et c'était ça, un roman ou en tout cas une forme littéraire. Et donc, là, il n'y avait pas le choix, il fallait le faire, quoi. J'étais obligée. Donc voilà, c'était l'histoire du... Et donc après, du coup, j'ai poursuivi. Là, je poursuis avec un deuxième roman en thèse de création littéraire. Voilà, pour la petite histoire. Ou la grande histoire, je sais pas. Depuis le début, vous vous dites la narratrice, parce que y a pas de prénom, on va dire, au personnage narrateur. Et moi, j'avais une question. Est-ce que c'est biographique? Est-ce que c'est une autofiction? Enfin, quelle est la part de vous dans ce roman? Puisque il y a des choses quand même que vous avez vécues. Alors, il y a 88% de fiction, 2%... Non, c'est pas vrai. Non, mais, il y a beaucoup de statistiques. Il y a beaucoup de statistiques, ouais. Non, mais ça, c'est une question qui est... Alors, je vais botter en touche, évidemment. C'est une sorte d'autofiction, mais très exagérée. Enfin, voilà. D'ailleurs, je continue, en fait, pour le prochain d'après encore, je vais changer peut-être de formule, mais c'est quelque chose que j'ai assez... Enfin, c'est comme si je tirais la réalité, je la tire et je l'exagère énormément. Et dans le prochain, ce sera encore peut-être plus. Et notamment la question de l'obsession, quelque chose qui m'obsède. Parce que je pense que j'ai une personnalité assez obsessionnelle. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle assez naturellement, je vais travailler. C'est-à-dire que je vais rester sur quelque chose assez longtemps et tirer les fils. Je pense que je peux encore tirer les fils plus, mais de la réalité et de quelque chose que je ressens, clairement, surtout celui-là. Donc il y a quand même quelque chose qui partait d'une question qui me posait problème, quoi. Ouais. Mais effectivement, bon, après c'est quand même très exagéré. Enfin, ouais, du coup, vous avez vécu à Paris. Et je voulais vous lire un extrait à tout le monde de Quitter Paris. Et je vous en parle après, comme ça sera plus simple dans cet ordre-là, je pense.
Mais j'occultais un élément capital si je n'ajoutais ceci. Je ne la quitte pas parce que je l'aime. J'aime de la ville ses allures de village, tout ce qui, par la force du temps, m'est devenu familier. Ses cafés et ses quais de gare, le réseau du métropolitain et du tramway, les recoins de chaque bibliothèque, les amis que l'on rencontre par hasard, et ces visages qui me sourient, la maraîchère et sa gitane, le cordonnier moustachu, les garagistes en noir et or, l'équipe des rugbymen accoudés au comptoir, les perruches du bois de Vincennes, et même les macabées du Père-Lachaise, dont les noms prêtent à sourire, les verrues, les vieillards et les faucheurs. J'aime de sa ville sa présence de mégalopole et savoir qu'ici, on peut feuilleter tous les livres et croiser tous les regards et croire encore que l'on réalisera ses rêves, ceux pour lesquels on est venu. J'aime de la ville qu'elle me résiste et qu'elle ne se laisse pas saisir malgré l'aisance que l'on y gagne. On saute d'une rame de métro à l'autre, on file dans ses souterrains. On pense la connaître, elle nous échappe toujours. Paris a des airs de village et les atours d'une mégalopole, ce qu'ailleurs je ne retrouverai pas. Je sais aussi tout ce que je lui dois, bien que je n'y suis pas née et que je lui sacrifie une vie de confort. Paris est mon épicentre. Désespérée de ne pouvoir défaire ce nœud sans le trancher, je commence à dérouler la corde paternelle, lorsqu'un extrait de La Grande Évasion me revient en mémoire. Quand on ne veut pas quitter, il faut avoir un endroit où aller. Adossé à la clôture de barbelés, Steve McQueen sourit en mâchant son chewing-gum. Et donc, je voulais vous poser une question parce que c'est quand même un peu paradoxal que vous fassiez une déclaration d'amour à Paris, alors que le titre c'est « Quitter Paris » et que la narratrice cherche à quitter Paris. Bah oui, en fait c'est un livre sur la question du paradoxe, enfin clairement et d'ailleurs c'est pareil dans le second, c'est vraiment j'aime beaucoup travailler sur les contradictions des êtres, mais aussi les contradictions de tout court. Je pense que c'est là où la spéculation, c'est beaucoup ça. Enfin, pour moi, la fantaisie spéculative, c'est embrasser les contraires. Donc, c'est-à-dire que quand on examine la réalité sous un certain angle, en général, il suffit de retourner les choses et de se rendre compte qu'elles ont une part de vérité qui est... Ça ne veut pas dire que tout est relatif, mais qui est au moins aussi intéressante. Donc, je pense qu'il y a... Dans ce livre, ce qui était pour moi intéressant, c'était de saisir le nœud. Enfin, c'est-à-dire... c'est pas intéressant quand il n'y a pas... La complexité, c'est intéressant, quoi. Et donc, oui, elle veut partir, mais en même temps, elle est profondément attachée à cette ville. Sinon, il n'y a pas de difficulté, en fait. Et il n'y a pas d'intérêt à explorer cet endroit-là, quoi. Ouais. Moi, j'aurais à nouveau une question un peu sur les citations, sur la manière, en fait, dont, quand même, petit à petit, se constitue une sorte de galaxie d'écrivaines, surtout, d'écrivains femmes. Au début, il y a une citation vraiment qui ouvre le texte de Virginia Woolf. Ensuite, tu reprends en le détournant le titre de l'essai très célèbre A Room of One's Own, que tu transformes en House, donc une maison pour soi. Donc il s'agit un peu de trouver une maison pour soi pour un écrivain femme, et il y a toute une galaxie, voilà, d'écrivaines que tu évoques, donc Place, il y a Marguerite Duras, il y a Gertrude Stein, et j'ai l'impression qu'elles accompagnent quand même la narratrice tout au long de l'écriture. Donc il n'y a pas simplement les citations du monde, en quelque sorte, ou la citation des blogs de joggeuses parisiennes, ou de bricoleurs, ou de gardes de chiens, comme ça arrive quand même beaucoup au début. Est-ce que petit à petit, tu trouves ton espace d'écriture au fur et à mesure? Est-ce que tu t'inscris aussi dans cette galaxie-là? Est-ce qu'il y a un peu un tour de force comme ça de l'écriture, ou pas forcément? Non, mais en fait, c'est vrai que c'est un livre qui parle aussi de cette question de l'écriture, enfin de trouver. Donc on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la question d'être femme et d'écrire, en fait aussi. Comment tu trouves ta place, et
dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, le problème de la narratrice, par exemple, c'est qu'elle aimerait vivre en couple, mais la question de l'écriture se pose. C'est-à-dire que quand on cohabite avec quelqu'un, quand on écrit, il faut avoir l'espace pour le faire. Et je pense que c'est une question qui a effectivement été soulevée très très bien par Virginia Woolf. Et par Jane Austen, tout ça, c'est des questions qui se posent, c'est-à-dire quelle est la place pour une femme qui écrit et comment la trouver, quoi. Donc ça aussi, c'est des questions de légitimité. Et tout ça, c'est en filigrane. C'est pour ça qu'effectivement, ce sont un peu les figures qui apparaissent quand la narratrice se demande comment elle va faire. Elle pense justement à comment on fait toutes ces femmes avant elle. Et je pense que c'est aussi une manière de se dire aussi, je vais accéder à l'écriture, quoi. Peut-être. Enfin, oui, c'est vrai que c'est très très présent, cette question de la question de l'habiter est quand même très corrélée à la question d'habiter la page aussi et d'écrire, quoi. Enfin, simplement, je pense. Surtout que pour le premier roman, du coup, c'était quand même une question que j'ai mis du temps à conquérir cet endroit-là. Et pourtant, c'est pas mon premier livre, mais cette place accéder à cette question à la littérature. Moi, j'ai fait une prépa littéraire, etc. Mais je crois même qu'en prépa, alors c'était pas en 97, mais c'était quand même, bah si d'ailleurs, c'était il y a longtemps aussi. Je crois qu'il y avait vraiment, sans mentir, je pense on nous a enseigné au programme, il n'y avait aucune femme écrivain, en fait. Et puis après, j'ai été en philo à la Sorbonne, en agrég, il n'y avait pas de philosophe femme, il y avait pas, quoi. Et donc, je pense aussi que c'est des questions des rôles modèles, en fait, qui maintenant est beaucoup. Puis d'ailleurs, voilà, j'ai été éditée par que des femmes éditrices aussi. Enfin, donc voilà, et cette question, elle a quand même beaucoup évolué. Je trouve. Il y a la question de l'homosexualité féminine, parce que c'est aussi un roman d'amour entre deux femmes. Et je pense quand j'ai commencé à écrire il y a 20 ans, ça aurait été plus difficile d'accéder à une publication éventuellement, quoi. De manière aussi, la question de l'homosexualité féminine, elle est abordée de manière très, elle est pas thématisée en tant que telle, quoi. Elle apparaît comme ça, c'est-à-dire que la narratrice a une compagne, et ça, voilà. Moi, je me suis dit qu'en l'écrivant, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, la narratrice, elle a une compagne, elle pourrait avoir un compagnon, c'est tout. Enfin, je l'écris comme c'est. Enfin, et je me suis pas posé la question. Mais, je pense que c'est une chance aussi aujourd'hui de pouvoir éditer comme ça des livres. Enfin, il me semble. Mais... Et je me demandais, mais c'est une pure question de curiosité, est-ce que Déborah Lévy, est-ce que c'est sa trilogie autobiographique, est-ce que c'est quelque chose qui non, parce que moi j'y ai beaucoup pensé. Voilà, c'est une piste parce que elle raconte aussi comment elle va s'isoler dans ce jardin, dans la cabane du jardin, pour écrire, pour trouver un lieu aussi où devenir écrivaine. Je vais la lire, du coup. Donc ça m'y a fait penser. Tu peux l'ajouter à la constellation. Alors à propos du mouvement là dont tu parles, moi j'ai l'impression que le roman, ou le récit, il fonctionne comme ça. Il part un peu d'une figure de narratrice un peu solitaire, qui rêve à un chien, et à plein de chiens possibles d'ailleurs. Le rêve, il y a vraiment un hymne canin très fort, quoi, qui tient le livre et qui est extrêmement drôle, tout le début. Et ça se transforme, on passe à une relation entre le je et le tu, et voilà, un cheminement vers un autre ou une autre, et une relation à deux. Donc, est-ce que c'est ça le point de bascule du coup Bah oui, en fait, très clairement, je sais pas si. Attends, la première phrase du livre, en fait, c'est assez. Bon, je la connais, je sais pas pourquoi je prends le livre, je fais semblant. Mais oui, puis surtout c'est une seule phrase. Donc la première phrase du livre, c'est je voudrais un chien, je vous assure, je voudrais même qu'on vive ensemble. Et clairement, la question, en fait, c'est de vivre avec. Enfin aussi, c'est vivre avec quelqu'un. Enfin parce que du coup, chien ou compagne et comment. En fait, le vrai problème de ce livre, c'est comment vivre avec et écrire, quoi. C'est vraiment concilier. Ça paraît bizarre, quand même. Mais c'est cette
cette peur de la cohabitation. Bien sûr, tout est dans la première phrase. Je voudrais un chien, je voudrais qu'on vive ensemble. Évidemment, la question, quand on a un chien, c'est en général, on habite avec, quoi. Donc, c'est vraiment la question du couple qui est complètement... qui est un peu projetée sur la question du chien, quoi. Bon. Je sais pas si j'ai répondu. Moi, j'aurais une question sur plutôt la réception lecteur. Par exemple, le résumé, c'est une adresse au lectorat. Il y a énormément de jeux avec le lecteur. Il y a des quiz dedans. Il y a un jeu d'énigmes sur ta ville d'origine. Et je voulais savoir pourquoi tu avais construit ça comme ça, en fait. J'avais oublié les quiz. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est une manière de créer peut-être une forme de complicité avec le lecteur. Je sais pas. Puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose enfin, je sais pas si c'est parce que ça m'amusait moi en fait aussi. Mais je sais pas, j'étais vraiment dans une forme de joie extrême, quoi, d'écrire ce livre. Bien sûr, il y avait quand même pas mal de trac, pas mal de trouilles, quoi, et tout. Mais je pense que globalement, la plupart des moments, c'était des moments d'exultation et de joie et de se dire, en fait, cette forme littéraire, c'est incroyable. Il n'y a pas de contraintes. Enfin, je veux dire, et à la fois, c'est très vertigineux, mais en même temps, c'est très exaltant et il y a une sorte d'ivresse comme ça de se dire. C'est un premier et on se dit mais en fait il y a pas de limite, quoi. Si j'ai envie de faire un quiz, je vais faire un quiz, quoi. Bon, après la limite c'est l'édition quand même, mais aussi et puis de jouer avec les formes comme ça. Le premier chapitre, je me suis dit mais tiens, si je l'écrivais comme un test, en fait comme un psychotest, quoi. Et après je me suis dit mais est-ce que ça tient, est-ce que ça peut tenir, en fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Et presque, je l'ai écrit pour voir si ça pouvait marcher, quoi. Enfin, pour voir si c'était envisageable que ça marche. Voilà. Je pense à ce que tu évoques comme exemple là. C'est vrai que le premier chapitre se termine sur un psychotest sur comment on fait pour vivre avec un gros chien dans 20 mètres carrés, bon, à Paris. Et donc il y a plusieurs possibilités. Et le chapitre se termine sur un encadré. Je crois que c'est là que l'encadré, que j'aimerais bien, moi, vous lire, se trouve. Oui, la fin du chapitre, c'est « Êtes-vous prête à avoir un chien ?» Donc là, il y a une forme de sorte de réflexion et de collage de citations tirées de journaux. Voilà. Ah non, c'est des vrais. C'est des vrais ? Ah oui, je l'ai écrit, ouais. Ah oui, c'est pas des collages, ça, je pense. Les résultats du test ? C'est pas les résultats du test. Non, c'est après. Il y a le test et ensuite, il me semble qu'il y a des citations. Après, c'est vrai que sur les citations, il y a des moments où on ne sait plus non plus exactement quand tu cites et quand c'est la narratrice, enfin la voix de la narratrice, quoi, qui se fait entendre. En tout cas, à la fin du chapitre, il y a un encadré qui apparaît et que j'aimerais bien vous lire pour vous faire un peu entendre l'humour aussi de ces passages-là. Donc la fin du chapitre sur le chien, où on s'est beaucoup demandé comment faire pour vivre avec ce chien dans 20 mètres carrés. Donc il y a un encadré que j'ai envie de vous lire et on pourra peut-être en reparler après. Donc ça se présente comme ça, un vrai encadré. Notion de philosophie, la délibération. Chaque nuit, Aristote étudiait minutieusement les corps célestes. Perplexe, il faisait les 100 pas dans le quartier. Ses voisins, derrière leur rideau, l'observaient avec inquiétude. « Doit-on prévenir Platon ?» se demandait-il. Apparemment, c'était la crise. En vérité, Aristote délibérait. Soucieux de ne rien regretter, le sage pesait longuement le pour et le contre de ses actions. De cette habitude, le maître allait tirer la clé de voûte de son éthique, la notion de délibération ou bouleusis. Délibérer, enseignait-il à ses élèves, c'est réfléchir au meilleur moyen d'atteindre une fin. Si Nicolas souhaite vivre au milieu de la nature, quel moyen pourra-t-il mettre en œuvre ? Aussitôt, les écoliers fronçaient les sourcils. Ioannis listait les spots les plus feuillus d'Athènes. Dimitra recensait les professions du secteur agricole. Tous fumaient comme des pompiers, mais ça n'avançait pas des masses. Chaque hypothèse entraînant son lot d'objections. Au point qu'Andonis,
qui en revenait toujours aux fondamentaux, demanda au maître ce qu'il entendait par « nature ». Il s'excusait, mais il trouvait la notion un peu flip-flop. Pris de court, Aristote entreprit de se tirer d'embarras. Si la délibération se poursuit sans cesse, elle sera infinie, selon le livre 3 de l'Éthique à Nicomaque, conclut-il dans un nuage de fumée. Il faut dire qu'en ce mois de Métagénion 334, entre le mont Lycabète et le fleuve Ilissos, on n'était pas franchement pressé. Prendre son temps participait de la vertu. Tergiverser, faire ses choix sans précipitation, une forme d'atermoiement, en somme, était valorisé. On méditait un bon moment, on sautait le pas quand on était prêt, reporter au calende grec les trucs importants était parfaitement convenable. Voilà, fin de l'encadré. Et donc, je voulais te demander, vu que tu as une formation lointaine en philosophie, est-ce qu'il y a une certaine manière de régler son compte à la philosophie dans ce livre? Est-ce que comment tu intègres la philosophie, comment tu joues avec elle dans ce livre qui réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'habiter, être avec, dans un endroit, etc. Alors, je sais pas si je lui règle son compte ou si c'est plutôt une déclaration d'affection pour la philo, mais en fait, en vérité, au départ, ce texte, c'était pas du tout quand j'ai postulé au master, je voulais écrire un éloge de l'indécision. Donc, c'était plutôt une forme essai en fait au départ que j'envisageais, ou en tout cas une forme plutôt qui tendait vers une forme d'essai sur comment on peut faire l'éloge de cette indécision qui est quand même très très mal vue quoi. Enfin aujourd'hui il faut être efficace, faut faire des choix rapides, faut pas trop tergiverser, la question du temps, etc. Et du coup moi je sais pas, c'était une manière un peu ironique aussi de justifier la procrastination quoi. Mais ces encadrés en fait ils me sont venus aussi à la lecture d'Emmanuel Pirer et de Foire internationale qui est constituée de micro-fiction et la découverte de ce que c'est que ces micro-fictions et comme j'avais pas envie de renoncer à quoi que ce soit, j'ai décidé de mettre des encadrés de micro-fiction qui étaient plus des éloges directs de l'indécision entre les chapitres quoi. Et donc en fait il y en a un sur Aristote, c'est plutôt des mises en scène de personnages historiques d'une certaine manière. Celui-là il est plus sur la philo. Il y en a un sur Ada Lovelace, c'est sur l'invention de l'algorithme en fait. Il y en a un sur Rousseau, oui, non, encore un philo. Donc oui, la philo est quand même assez présente, en effet. Mais à chaque fois, ces encadrés, ils résonnent quand même fortement avec ce qui se passe aussi dans le récit. Il y a souvent un chien ou un chat qui finalement renverse un peu le philosophe ou la mathématicienne. Donc, oui, je trouve que ça résonne quand même, qu'il y a quand même une continuité. Oui. En fait, par exemple, sur celui sur les algorithmes, en fait, d'ailleurs, oui, c'était aussi pour parler du fait que c'est cette femme qui a quand même inventé avant Turing la machine, etc. Mais en tout cas, chaque encadré résonne un peu avec le thème du chapitre précédent. Du coup, c'est comme une sorte de conclusion, un peu point d'orgue, et notamment sur cette question des algorithmes. C'est parce que dans le chapitre sur le sport, la narratrice court avec une application de course à pied, et donc du coup, c'était une manière de mettre en avant cette question de l'algorithme qui résoudrait nos problèmes d'indécision, notamment qui nous aiderait à donc effectivement oui, ça fait toujours résonance, c'est très très tissé en fait la manière de lier ces thèmes entre eux quoi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Maintenant on va passer aux questions du public s'il y en a, ou des remarques ou ce que vous voulez. Bonjour. Donc comme on a pu le voir, dans Quitter Paris, il y a beaucoup de références philosophiques. Et vous avez vous-même du coup étudié la philosophie. Donc je voulais savoir quelle est la place de la philosophie dans votre vie, dans vos écrits. Et est-ce que vous avez un philosophe en particulier qui vous inspire ?
Oui, alors effectivement, en fait, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience, vraiment étonnamment. Enfin, c'est la philo, j'ai adoré ça, mais j'ai fait ma maîtrise à l'époque. Mais en vérité, ces dernières années, j'ai été proche d'un philosophe qui s'appelle Ruben Augien, parce que moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'éthique et la philosophie morale. Déjà, j'ai travaillé sur Rousseau, en fait. En maîtrise et donc je me suis beaucoup rapprochée de l'éthique minimaliste, etc. Et c'est quelque chose qui me j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs articles avec lui au CNRS et du coup on s'était rapprochés et puis il est disparu maintenant, mais ses écrits sont pour moi très très importants. Ouais, c'est marrant, comme je m'en étais pas vraiment rendu compte. Ouais. Merci. Bonjour, est-ce que du coup vous pouvez préciser un petit peu votre prochain roman, voilà, donc vous en avez un petit peu dit, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors c'est un roman là que en termes de, j'ai encore un petit peu de travail à finir, mais c'est plutôt pas mal avancé, enfin ça avance quoi. Et donc ce sera une sorte de vraie fausse enquête agricole. Je vais pas en dire trop, mais donc voilà, c'est un roman qui sera plus... il y aura moins d'encadré. Il y aura pas d'encadré du tout. Et c'est un roman qui est notamment écrit à base d'entretien aussi. Donc c'était ça a beaucoup résonné avec. J'ai fait pas mal d'entretiens. Enfin j'en raconterai plus tard, mais. Donc il y a des en fait j'ai plus intégré la pratique de l'entretien que j'avais précédemment. Avec des transcriptions notamment, et qui vont se retrouver, mais en fait ce sera apparent, c'est une enquête qui se passe comme une enquête policière, mais du coup notamment avec beaucoup de rencontres et des interviews plus scientifiques, donc tout ça va être intégré dans une sorte d'enquête policière. Voilà, mais du coup basée sur des entretiens réels avec des personnes. Et je suis désolée, du coup, ça me fait penser à une autre question que je vous souhaitais poser avant, mais voilà, est-ce que ce prochain roman, vous savez déjà s'il va être édité au même endroit ou pas encore? Normalement, oui. Enfin, l'éditrice a lu un certain nombre de pages et elle m'a dit qu'elle était plutôt contente. Il faut voir si la suite va lui convenir, mais normalement, oui, je travaillerai toujours avec Émilie Colombani. Et donc pour cette rencontre avec cette maison d'édition là, c'est faite, c'était vraiment vous aviez envoyé votre. Alors c'était notamment je vais raconter l'histoire telle que c'était au jury à la fin du master de création. Vous avez vous soutenez en fait comme si vous aviez un mémoire à soutenir. En l'occurrence le mémoire là c'était le roman. C'est le texte littéraire. Et il y a un certain nombre il y a des professeurs, mais il y a des éditrices, des éditeurs, et d'autres, des journalistes littéraires, etc. Et il y avait une éditrice d'Actes Sud qui a eu un coup de cœur pour le texte, et elle l'a fait passer chez Actes Sud, et puis Rivage appartient aussi à Actes Sud. Et donc chez Rivage, il y avait cette collection de textes de littérature française qui est dirigée par Émilie Colombani, et qui est une collection de textes avec des formes plus expérimentales plus libres, etc. Et elle a beaucoup aimé le roman, et du coup ça s'est fait comme ça. Après je l'avais envoyé à d'autres qui ont pu refuser aussi en parallèle. Donc c'est très très surprenant cette expérience. C'est pas du tout ma première expérience de publication, et j'ai travaillé dans l'édition, donc j'avais déjà quand même quelques expériences, mais c'est différent quand on envoie un premier roman, et c'est vrai que c'est étonnant de recevoir des fins de non-recevoir ou parfois pas de réponse, et puis quelqu'un par ailleurs qui vous dit mais j'ai un coup de cœur incroyable et il n'y a rien à changer, puisque c'était ce qu'elle m'avait dit, où il y avait quelques mots à changer, et par ailleurs une réponse telle que j'ai adoré les 10 premières pages mais il faut réécrire toute la suite, quoi.
Et là, vous vous dites, mince, qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que ça veut dire que Rivage sont des... Quand on n'a pas confiance en soi, on peut se dire, Rivage, c'est des gros blaireaux, en fait. Pourquoi ils pensent que c'est un bon texte alors que les autres, ils trouvent ça nul? Parfois, on se dit, mais ceux qui trouvent ça nul, mais c'est vraiment des blaireaux, pourquoi ils trouvent ça nul alors qu'on me dit qu'il n'y a rien à changer? Et en fait, je crois que c'est comme dans la vie, c'est des rencontres et des affinités. Et même au master, c'était un texte qui pouvait être un peu clivant. Il y a des gens qui n'aimaient pas du tout, qui comprenaient pas du tout ce que c'était, qui me disaient ah non. Et puis d'autres personnes qui m'ont dit ah, mais oui, c'est génial, continue comme ça, ou qui m'ont dit ah oui c'est génial, mais là il y a un changement de ton, un changement de forme, qu'est-ce que c'est que ça? Puis en même temps voilà, il faut. Et c'est très intéressant cette expérience, en tout cas du master, parce qu'on est obligé de. Parfois ça pique quand même, il faut le dire. Mais parfois c'est vraiment très formateur parce qu'on est obligé de se positionner par rapport aux critiques qu'on reçoit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire qu'on doit faire le tri et ne pas paniquer en quelque sorte. On doit se dire oui, c'est pas parce que cette personne m'a dit ça que c'est la vérité, ou ça peut être la vérité, mais enfin ça peut être juste, enfin une bonne description du texte, mais c'est quand même ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça que j'ai envie de mener, même si ça plaît pas à cette personne-là. Et par chance, peut-être que ça va plaire à quelqu'un d'autre. Mais je crois que c'est aussi une manière de savoir où on veut aller, jusqu'où on veut aller, quel texte qu'on veut faire, et de l'affirmer d'une certaine manière. Bon, tout en le travaillant pour qu'évidemment ça se tienne et que ce soit c'est horrible cette expression, la meilleure version de soi-même. Je déteste totalement. En tout cas, la meilleure version du texte qu'on peut faire quand on l'a projeté au départ, comme on l'a rêvé dans sa forme de départ, quoi. C'est déjà beaucoup de travail d'arriver là et voilà. Et ensuite d'avoir la chance de trouver quelqu'un qui l'aime bien aussi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même, je pense que c'est quand même difficile d'envoyer comme ça des manuscrits. C'est bien de peut-être de cibler un petit peu avant la forme du texte, à qui ça pourrait convenir aussi peut-être, si on peut. S'il y a d'autres questions. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.